Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur que j'ai le plaisir de co-animer avec la scintillante Dominique Boily. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien, Stéphane. Merci pour le beau qualificatif. Oui, scintillante. C'est tel que le soleil de cet automne qui ne finit plus de finir. On a eu un beau mois de novembre. Tout à fait. Hein? C'était ensoleillé, généralement. C'était pas lugubre comme c'est des fois. Hein? Parce qu'on aime ça, le soleil. Tout à fait, oui. On commence ce bulletin de nouvelles, chers téléspectateurs, en vous présentant une conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel Montfort de Nicolet concernant une préoccupation pour la violence qui est exercée envers le personnel de soutien du Centre de services scolaires La Riveraine. Donc, on écoute Marie-Pierre Jutras et Éric Pronovo. Bien, bonjour, je me présente comme mon collègue le dit, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Très heureux d'être ici du côté du Centre de services scolaires de La Riveraine, mais avec notre collègue, notre syndicat ici de La Riveraine, Marie-Pierre. Merci de l'invitation. Dans un premier temps, cette tournée-là qui nous a amenés partout au Québec. Hier, nous étions du côté de Saint-Félicien au Saguenay, donc on a fait la Gaspésie la semaine passée. On se promène un peu partout. Le premier objectif, c'est de souligner le 25e anniversaire de la Fédération. Fédération qui a vu le jour en août 1999. À partir du moment où, avant ça, nous étions regroupés dans une fédération qui était aussi, pour le personnel de soutien scolaire, collégial. Mais à partir de 1999, on a décidé de se séparer à la CSQ parce qu'on avait certains enjeux, certaines situations qui étaient propres pour le personnel de soutien scolaire. Donc, maintenant, une fédération de 42 500 membres, bien entendu. La deuxième partie sur laquelle on va vous interpeller, c'est la situation, la problématique de la violence à l'école. On le sait, quand on regarde les statistiques, ici, une personne sur 5 est victime de violence. La violence prend différentes formes. Tout à l'heure, ma collègue va pouvoir vous en expliquer un grand bout. C'est une violence qui, malheureusement, est partout au Québec. Nous, ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est qu'au ministre Drainville, c'est d'agir rapidement, concrètement, de ne pas simplement parler ou de faire de grandes rencontres nationales pour nous parler de violence qui, habituellement, tous les ministres qui ont passé ne nous permet pas d'atterrir avec des gestes concrets pour aider nos membres sur le plancher qu'ils subissent. Donc, ça, c'est une situation. Et ma collègue Marie-Pierre va vous dresser le portrait, dans le fond, de la violence à l'école ici au niveau régional, parce qu'on est ici pour ça, pour vraiment bien comprendre le portrait de la situation ici. Marie-Pierre, à toi. Bonjour, Marie-Pierre Jutras, présidente du syndicat du soutien scolaire de La Riveraine. Donc, effectivement, la violence à l'école est bien présente dans nos milieux également, même si on est un petit milieu qui est considéré le plutôt rural. Selon les rapports, on a quand même, là, comme mon collègue Éric le nommait, une personne sur 5 qui est victime de violence dans nos écoles. Et ça se traduit par des cris en général à 71 %, des blasphèmes à 61 %, lancer des objets à 50 %, des coups à 36 %, des propos injurieux à 52 % et bien sûr les classes d'emploi qui sont visées en général par la violence dans nos écoles sont les classes d'emploi des techniciennes, techniciens en éducation spécialisée et les éducatrices, éducateurs en milieu scolaire. Même si ces résultats-là sont inférieurs là, à ceux de la province en général, sont tout aussi préoccupants pour nous. Il faut être proactif pour trouver des solutions. Je tiens d'ailleurs à mentionner qu'on travaille ici à La Riveraine en collaboration avec le Centre de services. On a un comité des relations de travail qui est sur place
depuis plusieurs années déjà et on travaille avec les gens des ressources humaines là, pour trouver des solutions ensemble et essayer de voir comment on peut faire en sorte là, pour diminuer le plus possible et aller aussi beaucoup dans la prévention, chose qui, dans les dernières années, a été peut-être plus difficile à faire. On voulait également mentionner au niveau des démissions. Malheureusement, depuis la pandémie, on ne fait pas exception aux autres milieux. On a eu quand même certaines démissions là, chez nous. Nous, on représente en général 700 membres quand même dans notre centre de services scolaires. Et sur ces 700 membres, on a environ 450 membres qui sont des salariés réguliers. Donc, sur 450 membres de salariés réguliers, bien, on a quand même eu 137 démissions dans les 5 dernières années, ce qui représente pour nous un bon nombre, ce qui peut paraître un petit nombre pour certains centres de services, mais pour nous, quand on considère le nombre de gens qu'on représente, c'est quand même un bon nombre au niveau des démissions. Et lorsque on regarde avec les membres quelles sont les raisons de ces démissions-là, on parle de manque de reconnaissance, on parle de conditions de travail qui sont de plus en plus précaires, on parle de manque de ressources, de surcharge de travail. Oui, la pénurie de personnel nous touche également de plus en plus. On a des postes qui ne sont pas comblés à ce moment-ci là, de l'année également. Donc, tout ceci met en péril la qualité des services qui est offert aux élèves. Et le personnel de soutien scolaire, bien, les services sont variés. Là, on va passer de la gestion administrative à l'entretien des locaux, en passant par le soutien aux élèves en difficulté. Là. C'est 81 quarts d'emploi, le soutien scolaire. Nous, on a une trentaine de quarts d'emploi chez nous. Fait que c'est vraiment varié et ce sont des services qui sont essentiels pour les élèves, qui sont des services peut-être un peu plus discrets, mais tout autant fondamentaux que le service des enseignants. Donc, c'est sûr que la perte de gens qui sont expérimentés et qui détiennent des expertises qui sont considérables et représentatives pour nous parce que ces gens-là, il faut les former par la suite, les nouvelles personnes qui sont engagées. Et oui, on a des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience qui, après plusieurs années, voient leurs conditions de travail se dégrader, qui décident de quitter malheureusement le milieu scolaire. Donc, toute cette situation nous inquiète effectivement. Je repasse la parole à mon collègue. Puis, comme ma collègue tout à l'heure a vous adressé sur la violence, dans notre sondage ad hoc qu'on a fait avec la firme ad hoc, ça révélait aussi que 96 % de la violence venait des élèves ou des étudiants. Donc, ça, je tenais à le préciser parce que, oui, elle vous a donné la nomenclature de ce qu'on reçoit là, versus l'écrit, mais à 96 % du temps, c'est les élèves qui en sont la principale cause. La raison des démissions, la Fédération du personnel de soutien scolaire, en mars dernier, a fait aussi un autre sondage où, en 5 ans, il y a eu 37 000 démissions dans le personnel de soutien scolaire. Donc, vous comprendrez que quand on me parle de pénurie de main-d'œuvre, je comprends, mais il y a aussi une précarité d'emploi qui s'est installée. Il y a des conditions de travail, comme Marie-Pierre l'a dit, qui se sont dégradées, malgré une nouvelle convention collective où on a fait certains gains, mais vous comprendrez que nous faisions face à un gouvernement qui ne voulait pas négocier non plus complètement. Et nous, de la façon dont on fonctionne, c'est très rigoureux. C'est qu'on rencontre les membres, on rencontre nos syndicats affiliés, on va chercher de l'information pertinente qui vivent sur le terrain et nos demandes sont axées sur ça. Et trop souvent, entre ce qui se passe sur le terrain que nous vivons et l'écoute que nous avons, soit au ministère ou au Conseil du Trésor ou peu importe, les sommes ne sont pas complètes. Les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, il y a des gens qui décident de faire autre chose dans la vie, c'est-à-dire de quitter. Donc, je voulais le rappeler. Puis encore une fois, on a un ministre de l'Éducation qui parfois prend énormément de temps pour régler les choses. C'est pas juste propre à M. Drainville, c'est propre à plusieurs ministres de l'Éducation. Mais là, je dois avouer que c'est un peu plus long que la normale, entre autres sur la violence. Mais pour régler tout l'aspect des démissions, nous avions une
une bonne intention lors de cette négociation-là. On pensait que c'était le moment de régler des situations problématiques dans nos écoles et ramener des gens à venir travailler dans nos écoles. Mais force est d'admettre qu'il nous reste encore du travail. Donc, on a encore 4 ans et demi, 5 ans pour préparer pour la prochaine négociation. Ma collègue va vous parler de l'école primaire Curie-Brassard là, qui dépasse sa capacité d'accueil. Ça, c'est une situation qui arrive dans bien des endroits au Québec. Donc, Marie-Pierre, je te cède la parole pour expliquer tout ça. Effectivement, peut-être que plusieurs sont déjà au courant qu'on a besoin d'une nouvelle école à Nicolet parce que l'école Curie-Brassard dépasse sa capacité d'accueil. Et présentement, on a des classes modulaires qui sont installées dans la cour de l'école, mais ces classes modulaires-là, quoique bien appréciées des gens de l'équipe de travail, ne peuvent pas constituer une formule à long terme. Donc, ce projet-là a été comme repoussé. On a appris là, dernièrement qu'il avait été repoussé. Et ce qui arrive avec l'école Curie-Brassard, c'est qu'on a une vétusté qui est très insatisfaite dans cette école-là. Alors, nous, ce qu'on réclame, ce qu'on veut, c'est que les élèves aient une école qui est sécuritaire, une école qui est adéquate et qui va profiter à des enseignements qui vont être profitables pour tous les élèves. Et éviter aussi là, que ça mette une pression sur nos gens, là, parce que le début d'année a été très difficile. On s'est ajusté depuis, mais on a eu un début d'année là, pas évident où des élèves devaient prendre leur dîner dans les corridors. On a des éducatrices en milieu scolaire qui n'avaient pas d'endroit pour aller faire les activités avec les enfants. Donc, ça a été très complexe. On essaie encore une fois, comme je vous dis, de trouver des solutions en commun, mais malheureusement, c'est le gouvernement, au bout du compte, là, qui décide ce qu'il fait avec ces sous-là. Puis présentement, bien, on retarde. Donc, on vous invite également là, à ce sujet-là. On invite la population à aller signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'on obtienne des installations modernes avec des classes spécialisées, une bibliothèque et des espaces de collaboration pour répondre aux besoins. Ce sont des parents, ce sont la communauté qui ont parti cette pétition-là. Donc, nous, bien, on encourage les gens là, à aller signer cette pétition-là pour mettre un petit peu de pression au niveau du gouvernement qui puisse réaliser là, que c'est urgent, la situation. Là. Que ça ne doit pas en rester là. Et j'ajouterais qu'on se rappellera qu'à l'automne, M. Drainville a annoncé la coupe de 400 millions sur l'entretien et sur bâtir de nouvelles écoles, 400 millions de dollars qui ont été retranchés du budget. Donc, ça force des gens de la communauté, ça force des parents, ça force les gens qui travaillent dans le milieu, malheureusement, à vivre une instabilité parce qu'ils doivent s'organiser et trouver des solutions. Puis heureusement, ici, bien, on est dans un endroit où il y a des solutions. On tente de trouver le bon chemin, mais c'est très difficile, l'instabilité. Et dans le réseau de l'éducation, normalement, on ne devrait pas vivre cette instabilité-là. Au contraire, on devrait avoir, oui, des écoles saines et sécuritaires, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir s'épanouir comme étudiant puis comme enfant au Québec. Merci. On enchaîne maintenant en culture. C'était le rendez-vous des peintres Sogetel. Tu es amateur d'art un peu? Toi, tu aimes ça, des belles choses? J'aime me laisser inspirer par des œuvres. Oui, et on avait une belle occasion de se laisser inspirer par les œuvres. Renée Lafleur était présente sur place pour y rencontrer, entre autres, Bernard Brochu du Centre des arts populaires, Louise Desaulniers, ainsi que Myriam Leblanc et Anne-Renée Decottret. On les regarde à l'instant. Dimanche 17 novembre 2024, je suis présentement au Centre des arts populaires de Nicolette où se tient la 17e édition du Rendez-vous des peintres Sogetel. Je suis en compagnie de M. Bernard Brochu, directeur général du Centre des arts populaires de Nicolet. On en est à notre 17e édition du Rendez-vous des peintres Sogetel. Oui.
Alors, le Rendez-vous des Peintres a le même âge que le Centre des arts populaires, c'est-à-dire que c'est le premier événement qu'on a fait en créant le Centre des arts. C'est pas le premier événement, mais donc on a commencé en même temps. Et puis, le Rendez-vous des Peintres, c'est donc une grande exposition d'art visuel où on reçoit des artistes de partout au Québec. Là, cette année, on a Saint-Pie-de-Bagotte, Rimouski, Lévis, Gatineau, Bécancour, évidemment, Nicolet. Et la façon dont ça fonctionne, parce que les peintres, pour être intéressés à participer, il faut s'inscrire. Mais on ne fait pas d'invitation particulière. Les gens, il faut qu'ils aillent sur le site du Centre des arts. Et dès le mois de mars, la fiche d'inscription est là. On s'inscrit. On a jusqu'au 31 juillet pour déposer son dossier de candidature. Et puis en août, on fait la sélection. On choisit les 18 artistes qui vont exposer. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Puis ensuite, bien, il faut venir à l'exposition puis qu'il y ait des clients qui viennent acheter des œuvres. Et ça prend combien de temps préparer la salle pour cette exposition? C'est un miracle. C'est-à-dire que cette année, j'ai beaucoup mal dormi. J'ai très, très mal dormi parce que le jeudi précédent l'événement, à 1h30, il n'y avait toujours aucun kiosque de montée. Mais par l'effet d'un miracle, sans doute à 5h, c'était pratiquement prêt. Et j'ai bien dormi de jeudi à vendredi. Je suis en compagnie de Mme Louise Desaulniers de Bécancour. Qu'est-ce que ça fait d'être l'invité d'honneur du Rendez-vous des Peintres? C'est un très bel honneur qu'ils me font que de faire cette demande-là, parce que c'est un privilège, parce que surtout que je suis une artiste peintre qui est sortie vraiment du garde-robe depuis peu d'années, malgré que ça fait quand même 40 ans que je peins. Ça fait quand même seulement 4 ou 5 ans que je suis sortie vraiment là, dans le milieu à faire regarder mes tableaux par d'autres personnes que mes proches. Et donc, qu'on me fasse cette demande-là très tôt dans ce début de carrière-là, ça m'a particulièrement touchée. Donc, je souhaite honorer cette demande-là. Oui. Vous êtes une artiste qui est présente au Rendez-vous des Peintres Sogetel. Oui, effectivement, ça fait depuis 2013 que je participe à l'édition des Rendez-vous des Peintres de Nicolet. C'est mon édition préférée, mon Rendez-vous des Peintres préféré dans l'année. L'accueil est extraordinaire, la nourriture, les bénévoles, l'équipe est... Vraiment, on est super bien accueillis ici. J'habite à Rimouski depuis 2 ans, mais je suis originaire des îles de la Madeleine, d'où l'inspiration pour les bateaux, les phares, les maisons colorées. Mais là, on voit que Rimouski commence à détendre parce que j'ai commencé à faire des arbres. Il y a quelques petites forêts aux îles, mais pas autant qu'à Rimouski et aux alentours de Rimouski. Je suis avec Anne-Renée de Cotteret, artiste peintre, qui expose depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Au début, c'était au centre d'achat Les Galeries Nicolette, 2006-2007. En 2008, quand le mail a fermé, je suis venu voir Bernard Brochu, puis je lui ai proposé de faire une exposition ici au Centre des Arts. C'est depuis ce temps-là que ça existe, 2008. C'était René Lafleur pour Télécœur. On enchaîne maintenant avec un reportage de Lynn que tu remplaces aujourd'hui. Lynn Richard qui était au Festival des arbres. Ça s'est passé au Centre culturel du secteur Saint-Grégoire. On avait été là une fois, nous autres. Oui? Ben oui, le retour des soirées, là, des danses du vendredi soir. Oui, je pense que tu t'occupais du bar à un moment donné. Moi, avec Pascal, Oui. il manquait de monde. Moi, j'étais là. Je vais aller aider. C'était plaisant, Oui, ce soir-là. oui, tout à fait. Donc, Très beau le centre La Rochelle, si je me rappelle bien. Donc, on avait cet événement-là, le Festival des arbres. On regarde le reportage de Lynn. « 15 novembre 2024, je suis présentement dans le secteur Saint-Grégoire, au centre culturel, parce qu'un événement se prépare présentement qu'on appelle le Festival. Allons voir de quoi il s'agit. Là, j'ai avec moi M. Denis Verville, qui est responsable, en fait, de l'événement. On est ici aujourd'hui pour une collecte de fonds, mais pour, en fait, 2 organismes. Pouvez-vous me parler de la vôtre? Bien, moi, c'est pour le Club Chouaneur de la Vallée du Saint-Maurice. C'est une organisation qui vient en aide aux enfants de 0 à 18 ans. Et puis que nous, les fonds qu'on amasse, c'est pour payer les frais de transport, la bouffe et de logis à ces enfants-là. Peu importe à travers les 22 hôpitaux qu'on a à travers le monde, là, on défrait tout ça. Fait que, pour alléger les contraintes de famille, en fin de compte, de côté monétaire, fait qu'on absorbe tous ces frais-là. Très intéressant. Et dites-moi, en quoi consiste l'événement? L'événement en tant que tel, on a parti ça il y a 5 ans, mais moi, ça fait 8 ans que je participais avec ça à Montréal. Puis on l'a importé ici.
vu la demande de Mme Nancy-Pépin, qu'on s'est côtoyés, puis qu'elle a dit que ce serait peut-être le fun qu'on le fasse qu'on le fasse sur la Rive-Sud. Fait que, il dit oui, c'est parfait. Fait qu'on l'a parti comme ça il y a 5 ans. Et puis on a parti tranquillement, mais maintenant c'est rendu assez d'envergure. On a beaucoup de in and out avec ça. L'an passé, pour la 4e année, on a amassé 36 000 pour les 2 organisations. Dans les 4 dernières années, là, on a donné 45 000 à chacune des 2 organisations. C'est incroyable. Félicitations pour votre événement. Et écoute, vous êtes ici pendant les 3 jours? On n'a pas le choix. Ça fait 2 jours qu'on est ici, faire le montage, faire le fignolage, qu'on peut dire. Là. Mais on est ici 3 jours jusqu'à dimanche soir pour la fin totale du tirage des sapins. Puis la livraison des sapins parce que les gens sont anxieux de venir récupérer leur prix. C'est un bel événement. Puis je vois qu'il a été soutenu par plusieurs partenaires. J'observais tantôt, tous les partenaires qui font vraiment, l'union fait la force avec vous, là. Bien, à travers ça, les 23 sapins qu'on a, là, tu as peut-être une trentaine de partenaires qui se sont joints fusionnés en tant que tels. Et puis, on a 2 arbres de bouffe aussi, de non périssables, là, qui a des dizaines de personnes qui ont collaboré là-dedans pour amasser à peu près à l'entour de 6 500 pièces en denrées non périssables, tu sais, qu'on va faire tirer. Eh bien, puis là, dans le fond, ça se déroule jusqu'à dimanche. Ça termine à quelle heure? Dimanche soir à 4 heures, on fait le tirage de tous ces sapins-là. La personne gagne le sapin avec tout ce qui est en dessous. Le Château Majoke, il gagne ça, puis l'extension, je les garde parce que c'est à moi. C'est intéressant parce que dans le fond, les billets, c'est juste $1. $1, tu mets sur un sapin. En fait, tu participes, tu es éligible pour gagner un sapin. Oui, c'est ça. Bien, vu qu'on est élevé pauvrement, fait qu'on a gardé des prix à la modique comme les Dollarama anciennement, fait qu'on a gardé ça, puis on ne charge aucun frais d'entrée à personne. Vraiment incroyable. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots et je vous souhaite vraiment un beau 3 jours d'événement et en fait une belle ramasse. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part de venir nous visiter. Merci beaucoup, M. Verville. Merci. Alors, maintenant, j'ai la chance d'être avec Mme Nancy Pépin, qui est la responsable, en fait, des transports de la MRC de Bécancour. Mme Nancy, là, dites-moi, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est parti, ce projet-là? Bien, moi, je suis allée visiter l'hôpital des Shriners à Montréal et par la suite, on allait visiter le Festival of Trees à Montréal. Et moi, je trouvais ça vraiment magnifique. Puis après 2 fois, là, j'ai dit à Denis, j'ai dit, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu en penserais si on amènerait ça chez nous? Donc, c'est vraiment au niveau des Shriners que ça appartient, cette levée de fonds-là. Denis, il dit, ouais, t'es-tu sûr? J'ai dit oui. J'ai dit, t'embarques-tu dans ma folie? Il a dit, j'embarque. Donc, on a démarré ça en 2019. La première année, on a fait ça à Gentil. La première année, on a ramassé 8 000 $. Et là, cette année, on s'enligne avec, puis, tu sais, oui, il y avait des valeurs des sapins. Et là, on s'en va avec notre 5e année. Et on va avoir une valeur de plus de 60 000 $ que les gens, les entreprises nous donnent en cadeau, là. Fait que c'est, oui, ma folie, je pense que ça a été une belle folie qu'on a amenée par chez nous. Nous, on l'a francisé un petit peu parce que là-bas, c'est plus anglophone. Donc, on dit le Festival des arbres. Et pourquoi le Festival? C'est que le chapeau que les Shriners ont, le couvre-chef, ça s'appelle un fez. Donc, d'où le Festival des arbres. Vraiment. Puis j'imagine, parce que ce que j'entends, c'est que les gens connaissent de plus en plus aussi l'événement. Le taux de fréquentation est de plus en plus grand. Oui. Puis au niveau de le rayonnement, on peut dire qu'on a des gens qui partent de Notre-Dame-de-Lourdes, Princeville, Plessisville, Warwick, Victoriaville, Drummond, Saint-Hyacinthe. Après ça, on s'en va de l'autre côté, Shawinigan, Saint-Anne-de-la-Pérade, Joliette. Donc, le rayonnement est vraiment large pour ce beau projet-là. Je vous souhaite un super de bel événement et bravo pour cette belle initiative, de cette idée pour vraiment venir en aide aux gens qui en ont besoin. Oui, c'est de la belle magie. Puis pour nous, le transport des personnes, bien, ça permet à nos personnes handicapées, durant la période estivale, de vivre des sorties, d'avoir des vacances, donc d'aller à l'exposition agricole, d'aller au camping, donc de vivre des activités comme des vraies vacances comme nous autres on a, là, mais ils ont droit aussi, donc ça nous permet de leur faire vivre des beaux moments. Merci beaucoup, Mme Pépin. Merci beaucoup, on vous attend. Et là, j'ai Christiane Pépin de Manceau qui se joint aussi à cet événement-là, mais sa façon de s'investir, en fait, c'est de décorer les sapins. Écoute, là, Christiane, là, il y en a quand même plusieurs. Parle-moi de ce que tu fais. Moi, le monde arrive avec leur sapin et c'est, mettons, s'il manque d'amour, ben moi, j'ai de la magie. Beaucoup, qu'on va rajouter des choses pour que le sapin fasse « wow ». Moi, Noël, c'est magique pour moi.
Donc, tu fais vraiment, tu actives vraiment ta créativité. Puis, dans le fond, c'est toi qui as la chance de pouvoir les décorer, de choisir les décorations aussi? Pas les choisir, mais mettons, on rajoute. Ils arrivent avec leur affaire, puis c'est moi qui les montre. C'est un mode de créativité. Oui. Extraordinaire. Puis dis-moi, là tu es ici depuis jeudi? Mercredi. Je suis là depuis mercredi. On a commencé mercredi matin à tout monter chaque sapin. Puis jeudi aussi. Puis ce soir, je m'en viens faire du bénévolat. J'accueille les gens. Puis est-ce que vous êtes plusieurs personnes qui contribuent à décorer les sapins? Ah oui, il y a mon amie Manon qui vient de Saint-Germain-de-Grand-Anne, Mélissa de Plessis-Ville. On était 3 qu'on a très bien fait ça. Je suis fière. Vraiment. Puis 3, vous avez, depuis mercredi, vous êtes ici, c'est beaucoup de travail. Il y a quand même beaucoup de sapins. Écoute, vraiment, félicitations et bravo pour cette belle action. Mais merci beaucoup. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Parlant de Lynn, on va rentrer dans sa chronique qu'elle a préparée. Petit problème de voix, Lynn Richard, qu'on salue, qui nous a préparé sa chronique, mais elle n'était pas capable de la livrer, pas plus grave que ça. Dominique, qui telle une Wallace Johnson. Oui, qui est Wallace Johnson? C'est un joueur d'utilité que les Expos des années 80, ça. Ah, bon. Ouais, puis il venait frapper en relève des fois. Il était toujours là, lui. Il était toujours prêt. Puis il me semble qu'il y avait un casque. Dans ce temps-là, des fois, les joueurs, il y avait des casques de frappeurs. Il y en a un qui n'avait pas d'oreille. Des fois, il y en avait une oreille, mais lui, il avait 2 oreilles parce qu'il était ambidex. Ah, mon Dieu, il était vraiment polyvalent. Ouais. Oui. Mais ça, c'est trop avoir de choses dans la tête. Oui. Hein, quand tu te rappelles de Wallace Johnson et son casque à 2 oreilles. Donc, là, on va parler de choses plus importantes. Oui. L'Association des personnes déficientes intellectuelles de Nicolet-Yamaska. Ils ont une belle nouveauté. Exact. C'est un site transactionnel, donc on peut acheter, faire des achats. Un site web. Exactement, Oui. tout à fait. Donc on a aussi de l'information sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Donc ils sont quand même très présents là, sur les sites. Parce qu'ils produisent, excuse-moi Oui. de t'interrompre, ils produisent des choses. Nous, on a déjà acheté dans une vente trottoir. C'est vrai. Ils exposaient dans le centre-ville de Trois-Rivières, excusez-moi, de Nicolet. Mais là, ils ont une boutique, mais virtuelle. Exact. Ah, Puis ils se c'est rendent bien, de ça. toute façon dans les marchés de Noël, un peu partout. Oui, Alors ben on va les voir et on va voir leurs produits. Très Bravo bientôt. à toute l'équipe, tous les membres de l'APDI. Bravo, une belle initiative. Donc, on peut les encourager aussi virtuellement, puis se procurer des bons produits. Il me semble que c'était des galettes. Oui. J'avais acheté Dans un kit. pot. Oui, tout à fait. C'était bonne. Très bonne. Puis je présume que c'était peut-être pas moi qui les a fait. Non. Mais tu m'avais encouragé en les goûtant, là. Oui, Alors, bravo. tu peux confirmer qu'elles étaient bonnes, en effet. Oui, t'es très bonne. On parle de gens très bons aussi. À Fortierville, qu'est-ce qu'on a de beau à Fortierville? On a une Dominique? troupe de théâtre, la Nouvelle Cuvée, qui présente, le titre, c'est « Ainsi soit-elle ». C'est une pièce d'Éric Beauvillain qui est mise en scène par Mélissa Dubois. C'est le 28 février à 19h, au coût de 20 $. On peut aussi manger là. Donc, il y a le souper théâtre le 21, le 22 février et aussi le 1er mars. C'est un petit peu plus cher, évidemment, à cause du repas, c'est 40 $. Et les profits vont aussi aux organismes de la région. C'est à la salle municipale de Fortierville. Il y a de la bière aussi qui peut être vendue là-bas. Et pour réservation, on demande Yvonne Lachance au 819-690-6163. Donc, pour se procurer les billets, tant en formule assistée à la pièce, mais aussi en formule repas. Donc, bravo à ces gens-là, des comédiens qui s'impliquent à faire de la production théâtrale en région. Moi, je ne peux que souligner ça. Aussi, des gens qui prennent un virage culturel, musical, le resto, le Saint-Wen. Oui. À Saint-Wen-Ceslar. Tu sais qui vont recevoir, Stéphane? Ben, moi, là, on ne sait plus comment ils s'appellent. Ben, ils ont changé de nom, hein? Oui. P.A. Lemay et Amélie Boisclair, ils s'appelaient West. Oui, bien, ils font en duo, des fois en trio. Ouais. Alors, là, c'est rendu par les cordes. Oui, Parce qu'on les trouve encore sur le nom West. Exactement. Puis ils vont être en spectacle là. Le 21 décembre de 18... Hey, je suis pas... On y va. Nous autres, on inscrit plein de choses à notre agenda. Mais non, mais une belle formule, ça. Tout à fait. Un restaurant, tu manges, tu écoutes de la musique en même temps. Exact. On demande justement d'arriver tôt, de réserver la place pour voir le spectacle. Donc, je le reprécise, 21 décembre de 18h à 20h. On se couche pas trop tard, Stéphane? Bien, toi, ça, j'allais dire.
sais, le temps passe, hein? Et tu sais, moi, tu vas d'un bar, puis le show commence à 11h. On est déjà dans le début de notre nuit, nous autres, à cette heure-là. Hein? Ben moi, je me couche tard, mais chez moi. Oui, c'est ça. Je me couche pas dans le bar. Okay. On enchaîne, Stéphane. Oui, donc, Resto Le Sewen, et on peut réserver notre place au 819-224-1115. Donc, Ouest, par les cornes, P.A. Lemay, Amélie Boisclair. Donc, c'est ça. Resto Le Sewen. On parle maintenant du gala. Oui. Alors, ici, tu vois, le 21 novembre, justement, dernier, au Carrefour de l'Érable de Plessisville, une dizaine de prix ont été remis, justement. Oui, le gala, excuse-moi de t'interrompre. Oui. C'est organisé par Culture Centre du Québec chaque année, ça. Donc, dizaines de prix sur le thème de terreau fertile. C'est bien ça. Ben oui, c'est bien. On trouve ça très, très intéressant. Et c'était François Poisson qui animait le gala. C'est vrai. Un ancien collaborateur de Télécœur. Oui, oui, oui. Donc, on avait des ambassadeurs qui étaient marquants justement du territoire. Jean-Pierre Gaudreau, un artiste multidisciplinaire, entre autres. Il y avait des gens des prix qui ont été remis. Ben oui. Monique Juteau, 2 résidents de Saint-Grégoire qu'on a reçus ici. Aussi. Ils étaient assis là, littéralement. Donc, ils travaillent ensemble, eux autres. Ça veut dire que c'est un couple, c'est tout ça qu'on dit? Ben oui. On peut le dire. Bien, c'est ça. Oui. Ils ont appris à travailler ensemble, puis ils font de la création. Ça peut être inspirant pour nous deux, ça. Tout à fait. On y pense. Donc, Monique Juteau, une poétesse qui a eu un prix hommage, poétesse et romancière avec à son actif 15 publications. Elle a été récompensée, entre autres, du prix de littérature de Gérald Godin. Oui. Ah, moi, ça je l'aimais bien. Oui. En parlant de couple créateur, oui, Gérald et Pauline. Oui. Pauline Julien. Oui. Hein, des intenses, hein? Des beaux intenses, Stéphane. C'était quelque chose. Oui. Prix de la poésie Félix-Antoine Savard, prix du voyage Radio-Canada, prix du Calque, etc., etc. Et de son côté, Jean-Pierre Gaudreau, surtout connu pour sa peinture et ses dessins. Je pense qu'on a une œuvre d'eux autres ici. Quelque part ici. Fait que c'est ça. Donc, Jean-Pierre Gaudreau, 2 ambassadeurs de notre territoire qui ont été reconnus. Parlant de gens reconnus du secteur Bécancour, c'est de l'art, ce fromage-là. C'est vrai. Ah oui. Ça donne le frisson, en plus. Oui. Moi, je suis un amateur. Là. Oui. Moi, je pense que j'en parle une émission sur 2. Moi, le cheddar 7 ans. Là, oui, à Fromagerie Lancêtre, là. Exactement. C'est là où on s'en va. Il faut le dire. Oui, alors c'était un gala reconnaissance bio, le 2024. La soirée, justement, avait l'objectif de parler, en fait, de ce qu'on a fait au fil de l'année au niveau de l'alimentation biologique. Bio. Oui, exactement. Ça goûte bio. Moi, je suis pas comment dire, je suis pas un extrémiste de tout ça, mais on va reconnaître que bio, ça goûte. Oui. Ça goûte plus. Il y avait Pascal Desilets qui était là, qui a été récompensé justement pour les mentions suivantes. Oui, de l'ancêtre. Exactement. Donc, la filière biologique du Québec. Donc, il y a des contributions très importantes dans plusieurs secteurs bio, j'allais dire du secteur. Là. Oui, bravo. Bravo, Fromagerie Lancêtre. Continuez votre beau travail. Puis moi, je suis un bon client, je vais vous le dire. Et tu sais, satisfait. Oui, le presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick, qui était des fondateurs de l'ancêtre, lui. Oui. Non, je ne savais pas ça. Oui, Alain Bert aussi, qu'on salue, de Saint-Léonard-d'Aston. Il doit en avoir d'autres, là, mais je ne me rappelle plus de leur nom. On parle maintenant de l'Association des personnes handicapées de Nicolet qui nous ont accueillis dans leur bureau parce qu'on avait notre assemblée générale annuelle de Télécœur et on fait ça en mode virtuel et présentiel et on fait ça toujours à Nicolet. Et c'est la sympathique Émilie Godin, la DG, qui s'occupe du secrétariat, de la virtualité, tout ça. Parce que moi, habituellement, j'anime la rencontre, tu comprends? Fait que là, gérer Elle s'occupe de ça. Exactement, très dévouée. Merci, Émilie. Merci à ta gang aussi qui ont participé en grand nombre. Donc, on a eu un beau don à l'Association des personnes handicapées. Il y a eu un spectacle, Stéphane, de la Grande Ramasse. Nous avons reçu justement un don généreux de 1 000 $. Mario et Lucien. Oui. Mario Paradis, Lucien Allard. Exact. Et on capte, je pense que c'était Martin. C'était toi qui as capté ça, hein, Martin, qui nous filme aujourd'hui. À chaque année, il y a un spectacle, justement. C'est pour ça qu'on a donné 1 000 $ et on filme ça. Ça n'a pas passé là, mais ça devrait passer peut-être en janvier, février. Oui. Donc, je vous garantis, Mario et Lucien, à part d'un cataclysme, on sera de retour en 2025. Je le garantis. Tel un Joe Namath. Oui. Tu connais Joe Namath? Non, Stéphane, je m'en T'as souviens. pas un gars de Saint-Léonard-d'Aston, ça? Non. Mais c'était le corps arrière des Jets de New York en 1969.
Et Joe, il affrontait les Colts avec Johnny Unitas. Et Joe, lui, avait les cheveux longs. Oui. C'était un gars qui aimait ça, qui veillait tard. Ah oui. Tandis que Johnny Unitas, lui, c'était le prototype de l'Américain modèle, les cheveux en broche. Fait que tu sais, c'était comme les hippies versus la vieille Amérique. Oui. Puis Joe, je te dis, il était sur le party. Ah. Puis lui, il était pas. Les Jets étaient négligés lors de ce match-là du Super Bowl. Et Joe avait dit, de son exubérance, il dit on va gagner, je le garantis. Et ça s'est avéré? Et ils ont gagné. Ah, oui. Et il est sorti du stade en faisant ça comme ça. On est numéro 1. Ouais. Il dit j'ai jamais fait ça avant, j'ai jamais fait ça après. Il le savait. Oui, il le savait. Il était guidé. Oui. Hein, je ne sais pas par quoi. Par l'esprit peut-être de la luxure. Oui. On enchaîne, Stéphane. Dionysos ou Eros et tous ces gens-là. Donc, il était inspiré, notre ami Joe Namath. Je ne pensais pas parler de Joe Namath aujourd'hui. Moi non plus. Donc, Stéphane, c'est pas dans nos cartons, là, ici. C'est pas prévu. Oui, on va venir à Sainte-Eulalie à place. Qu'est-ce qui se passe au service de garde, l'école des arbrisseaux? Tout à fait. On a des remerciements à transmettre ici. Sous le thème de la construction, les élèves du service de garde ont vécu toute une journée avec des ateliers en lien avec la construction, de la paille, des Legos et tout. Et les élèves ont construit justement des avions en papier, des maisons avec des boîtes de carton. Et merci au papa de Rose et Zoé Leclerc pour les outils et au papa d'Éloi Como pour les grandes boîtes. Ça s'est terminé avec des guimauves, Stéphane. C'est-tu pas le bonheur, ça? Ben oui, c'est le fun de manger des guimauves. Oui, tout à fait. Donc, c'est un après-midi vraiment très intéressant pour les étudiants, les jeunes. C'est un défi d'ingénierie vraiment fabuleux. C'était-tu amateur de Lego, toi? Oui, j'aimais ça, les Legos, oui. Moi, Jean-François Comeau, que je salue, il en avait beaucoup chez lui. On jouait à ça, les Legos. Et en vieillissant, piler sur un Lego. Hein, c'est tellement plaisant. Ah oui, j'ai le frisson. Là. Oui, ça nous est tous arrivé déjà. Oui. Donc, on va parler de gens habiles. Oui. La coopérative artisanale de Deschaillons. Donc, on avait un souper de Noël, puis on en a profité pour faire des remerciements. Hein? Oui. Est-ce que tu veux que je nomme les gens justement à remercier? En passant, on souligne on peut le constater qu'il règne au sein un esprit de satisfaction au sein de la coopérative. Et la bonne humeur est au rendez-vous, taquinerie et rire à profusion. Oui. Il y avait un souper qui était animé justement avec la cave à vin. Il paraît que René Chrétien, alias Bidou, est-ce que tu connais Bidou, a remporté le premier prix. On a Robert Paris, le deuxième, puis Diane Gagnon, le troisième prix. Est-ce que Bidou, ça te dit quelque chose? Martin, les belles histoires des pays d'en haut. Oui. On écoute ça en reprise, hein? À RTV, ça passe. Il y a peut-être un lien, là, on ne connaît pas, mais on pourrait l'inviter peut-être. Ça nous prendrait assez. Écrivez-moi pour me parler de Bidou. Parce que moi, j'ai un oncle. Non, c'était Pitou. Ah oui. Un frère de ma grand-mère, un Bélan, puis ça paraît parce qu'il jappait fort. Oh! C'était Pitou. OK, d'accord. Pitou. Il y avait mon oncle Bédi ici, mais ça, c'est le bord de la mer. Donc, on remercie les commanditaires Mine et OD, Karine Jonca, Garage Arnois, Pharmacie Famille Prix Deschaillons, Maxime Chausseux, MD Tissage. Et on note aussi dans la publication de Coopérative artisanale, comme dans toute soirée, nos hommes ont changé le monde dans la cuisine. Les femmes ont placaté au salon avant le souper. Je suis déçue de ne pas y être allée. Non, mais habituellement, c'était le contraire. Je le sais. Les hommes au salon, ça fumait, ça prenait un verre, sur des beaux divans avec du plastique dessus. Faut pas les abîmer. Mais ça s'est beaucoup passé. Moi, comme homme, j'aimais mieux être dans la cuisine avec les femmes. Oui, hein. C'est vrai. Tu as toujours été proche des femmes. C'est plus plaisant. Ça sent bon. Oui, c'est vrai. On entend jaser toutes sortes de choses. Oui. Donc, on parle de beauté encore. Bécancour conserve ses 4 fleurons. Est-ce que tu sais ce que c'est, les fleurons? Non, puis tu vas me dire. Là. Oui. Le 21 novembre dernier, justement, avait lieu le dévoilement officiel de la 19e édition. Un peu comme dans un restaurant, Stéphane, on va chercher, j'allais dire, pas des accréditations, mais des étoiles, comme le guide Michelin, par exemple. Tu as tes pneus. Là,
C'est pas ça, Stéphane. Non, c'est pas ça. On enchaîne. Les étoiles du guide Michelin. Oui, Bécancour se fait belle. Alors, on a une confirmation qu'elle a été justement continuée à être belle. Puis c'est la 5e année cette année, la 5e édition. Donc, on retient justement que les gens ont continué à travailler sur l'embellissement horticole, quelque chose de très important. Puis si tu me permets, est-ce que je peux citer... Citons-la. Oui. Lucie Allard, la mairesse de Nous Bécancour. accordons une grande importance à l'embellissement et au verdissement de notre territoire. Nos équipes ont mis beaucoup d'efforts et ont usé de créativité à plusieurs reprises. Ces multiples gestes ont certainement contribué à la réalisation d'environnements favorables, en plus de permettre la création d'un milieu de vie stimulant, adapté aux besoins de la population et propice à son épanouissement. Le maintien des 4 fleurons est une belle récompense pour tous ces efforts déployés. Je remercie d'ailleurs notre équipe d'horticole qui a véritablement à cœur l'embellissement de notre milieu. Un merci spécial également à nos citoyens et les bénévoles, puisque leur implication a certainement contribué au maintien de notre niveau d'excellence à cet égard. Donc, c'était en effet Mme Lucie Allard qui avait précisé cet élément-là. Oui, et on note que la distinction, on comprend qu'il faut respecter des critères et on les a respectés, est accordée pour les années 2024 à 2026. Et le mouvement Les Fleurons du Québec est né en 2006, donc pour reconnaître les efforts d'embellissement horticole durable des municipalités. La cote de classification est semblable aux étoiles pour les hôtels, on le mentionnait, ou les restaurants. 1 à 5 fleurons. Est-ce que, connaissant l'ambition des gens de Bécancour, on va viser le 5? Ah oui. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Ben oui. On s'en va maintenant à Nicolet. Qu'est-ce qui se passe? On a une... Oh, pas qu'est-ce qui se passe. Ça va se passer. Mais là, le passé, pas le passé, mais qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des éléments déjà qui rentrent en ligne de compte. Si je te dis le plus grand festival, en fait, entre Montréal et Québec, là, quand même. Bien là, c'était pas ça, mais on prend les moyens. Puis là, on parle du Festival des générations. Exact. Donc, Éco-événement, puis le CNDA, que tu connais aussi, Collège Stéphane. Notre-Dame de l'Assomption. Exact. Magnifique édifice, magnifique terrain. Oui. Puis là, notre gang du Festival des générations, il avait remarqué aussi qu'il y avait un beau terrain là. Alors, un partenariat qui sera intéressant pour s'assurer qu'il y ait le plus de monde possible, qu'on puisse permettre à plus de gens, justement, de visiter, d'avoir des lieux, parce que des fois, il y avait un nombre précis. Ben oui, on était devant l'aréna, c'est correct, mais il reste que c'est un espace limité. C'est restreint. Et là, on se donne les moyens de nos ambitions. Oui. On vise 30 000 personnes. Oui. C'est quelque chose. Tout à fait. Puis on veut quand même continuer à avoir des habitudes éco-responsables, gagner du stationnement, donc une structure qui permettra justement au Festival des générations de poursuivre son œuvre et avec, j'allais dire, une belle liste de musiciens. Bien là, ils ne sont pas connus encore au moment où on se parle. Non. As-tu des informations privilégiées? Je ne peux pas en parler. Vas-tu te remettre au chant? Stéphane. Elle qui écoutait tantôt du Nicole Martin. Oui. Mais Nicole, malheureusement, ne pourra pas revenir sur scène. Hein? Mais une très belle nouvelle pour le Festival des générations. Donc, puis bravo aux gens du CNDA de l'ouverture, de faire un beau partenariat. On parle maintenant de Suzy Desrosiers, qui est à concocter un projet avec moi. Tu connais Suzy, toi? Ben oui, je la connais. Oui. Elle a passé quelques fois à Télécart. Des carnets de Dame Plume. Oui, elle a sa maison d'édition. Donc, elle a fait une publication dont tu vas nous résumer la teneur. Oui, tout à fait. J'espère être à la hauteur, Stéphane. Oui, parce qu'elle a gagné un prix pour un texte. Oui. Donc, elle l'a repris sur sa page Facebook et on va le lire à l'instant. Donc, elle a gagné le concours littéraire de la Maison de la culture de l'avenir sous le thème le français, notre voix, notre richesse. Donc, on t'écoute réciter le texte de Suzy. Le français jusqu'à la moelle, le français, cette langue qui m'habite et coule dans mes veines. Mes balbutiements, mes dernières paroles, le français. Mes racines, langue de mes ancêtres, ma langue mère, langue qui transcende les échos du passé pour s'accorder au présent. Langue d'émotion au sang chaud, aux accents du monde, langue aux mots râpeux, doux, colorés, riches de sens, aux nuances subtiles que je porte en bouche, qui habillent ma voix, des mots que j'échappe sur le papier, le français, ma nature, mes neurones, mon existence, ma culture, ma bohème, ma poésie. C'est beau? Bien, c'est beau. Bravo, Suzy, puis bravo pour ta lecture. Merci. Dominique Boilly, qui a de l'expérience dans la lecture.
Elle a déjà été lectrice au, comment ça s'appelait? Jour du Seigneur à Radio-Canada. Oui, c'est vrai. À Beauport. Quelle église? En l'église de... C'est la grosse église. Oui, oui, oui. Tu as passé à la grosse télévision à Radio-Canada, puis tu avais bien fait ça. Oui, merci. Bravo. Je tenais le cierge. Aussi. J'étais investie d'une belle mission. Oui, oui. Donc, MRC de Bécancour, intervenante de milieu familial, c'est un service qu'on offre. Oui, si on veut jaser, prendre un café, discuter avec les gens, prendre une marche, c'est possible à ce moment-là. Tu sais, on le disait, c'est important, l'esprit de communauté, prendre le temps. Puis des fois, on n'est pas issu de la communauté. Non, exactement. Tu ne connais pas personne. C'est un peu gênant d'appeler chez le monde, dire viens prendre une marche. Fait que là, il y a peut-être un moment pour rencontrer d'autres personnes. Et c'est via les secteurs qu'on vise, ces secteurs Saint-Pierre-les-Béquets, Deschaillons, Fortierville, Parisville, Sainte-Françoise, Manceau, Saint-Sylvain, Sainte-Cécile, Sainte-Marie. Donc, dans le fond, le secteur est de la MRC Bécancour. Et on peut contacter Caroline. Oui, au 819-979-1895, Stéphane. Très belle initiative. Oui. Bravo, bravo. Maintenant, tu nous parles de Saint-François-du-Lac. Tu m'avais amené manger là, moi, pour mes 50 ans. C'est vrai. C'était bon, hein? Oui. Alors, donner au suivant, c'est une nouvelle page qui a été ajoutée justement de l'information pour partager du matériel à donner. On veut donner des fois une autre vie pour éviter de surconsommer. Ben oui. Je trouve ça vraiment Qu'est-ce qui nous est plus utile peut être utile à quelqu'un d'autre. Tout à On parle fait. de vêtements, d'enfants, Exact. même à ça peut être d'autres choses. Et c'est initié, ça, par José Bussière, qui travaille à la municipalité de Saint-François-du-Lac, qu'on a déjà reçu ici. Hey, il dit ça souvent, hein? On a reçu du monde. Et José, donc, qui est très dynamique, elle a mis en place cette page-là. Donc, peut-être une idée qui pourrait inspirer d'autres municipalités. Donc, la page Facebook, donnée au suivant, Saint-François-du-Lac. Tu nous parles maintenant d'Entraide Bécancour. Oui, on précise qu'on merci à tout le monde qui a rendu visite au Méli-Mélo de Noël, Stéphane. L'esprit de Noël a été présent, les enfants ont été enchantés. Sais-tu par qui? Par Dominique Boily? Non, par la belle Mandoline. Lynn Richard était sur place. Exactement. Donc, c'est dans l'univers magique coloré. C'est très, très intéressant. C'est les élèves de l'école Terre des Jeunes, probablement que tu connais aussi. Ben oui, l'école primaire. Oui, ben exactement. La Maison des Jeunes L'Éclipse de Bécancour pour leur participation. Le service d'incendie, Stéphane, oui? Je souligne l'implication, moi, des jeunes, des maisons de jeunes dans la ville de Bécancour. C'est pas la première fois qu'on mentionne une maison de jeunes. Ça arrive souvent, on mentionne une activité, puis on mentionne l'apport de la maison de jeunes du coin. Donc, bravo aux intervenants, aux jeunes dans les maisons de jeunes. On s'encabane pas. Oui, on a un lieu, mais on peut aller dans le monde, puis c'est ça qu'on fait. Bravo. Tout à fait. Donc, les partenaires qui ont été très, très engagés, l'équipe d'Entraide Bécancour, justement, on parlait du service d'incendie de la ville de Bécancour, la MRC aussi de Bécancour, ministère de la Culture. Bon, bien, bravo Mandoline et toute cette belle gang. Et là, on va parler des pompiers de Bécancour qui sont à l'honneur. On a souligné quelque chose le 20 novembre dernier, ça fait pas si longtemps que ça. Tout à fait. C'est des gens qui ont été honorés suite à, en fait, des événements probablement qu'ils ont vécu au cours des dernières années. Oui, des années de service. Oui, c'est vrai. On a souligné des années de service, d'ancienneté, dans le fond. 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Est-ce qu'on peut nommer les gens? Oui, on va commencer par notre vénérable Daniel Panton, tout jeune, qui était déjà à son 20 ans de service quand même. Bravo. Un autre aussi qui se distingue avec 15 ans de service, Frédéric Julien. Au niveau 10 ans de service, une femme, Julie Durand et Patrick Martin. Au niveau des 50 services, Marc-Antoine Lemire, Andréane Provencher, Emmanuel Hamel, Olivier Diamond Provencher, Patrick Milot, Charlie Auger, il me semble que je la connais, Yves Gosselin, Anthony Desmarais, lui je le connais, Danny Saint-Arnaud, Étienne Desilets, Pascal Fafard, Patrick Beauchemin. Donc, gros bravo à ces gens-là qui s'impliquent à être pompiers dans la ville de Bécancour et aussi dans toutes nos municipalités, on peut le souligner. Donc, c'est ça. Merci à Dominique Boily. Plaisir, Stéphane. J'espère que j'étais à la hauteur de ta belle Lynn.
Oui. On va la revoir, inquiétez-vous pas. Et je vous invite à, si vous avez des idées concernant la télévision communautaire, c'est votre télévision communautaire, n'hésitez pas à me contacter par courriel info@telecoeur.tv, par téléphone directement sur mon cellulaire 418-654-8486. Je vous invite aussi à aimer notre page Facebook Les Amis de Télécoeur. Tout ce qu'on produit est partagé sur cette page-là. Nos reportages, nos émissions, nos bonnes nouvelles, etc., etc. Même nos soupers d'équipe. On a eu une... C'est le fun, Télécoeur. On est à notre 4e année, puis on a encore des affaires qu'on n'a jamais faites. On n'avait jamais fait un souper d'équipe. C'est vrai. Fait que là, on en a fait un. C'était plaisant. Au pâturage. On n'est pas sorti de là à jeun. Non. Comment il s'appelait notre serveur? Julien. Julien, exact. Un sommelier de Montréal qui s'est établi à Saint-Perpétue. Et tu voyais qu'il était animé. Hein? Oui, je pense que j'aimerais ça le recevoir ici. Ah, donner des conseils pourquoi pas? Vinicole? Ça pourrait être intéressant. Toi qui es une disciple de Bacchus. Oui, quand même. Parler de Dionysos, parler de Bacchus, hein? Vous n'entendrez pas ça à d'autres postes de télévision. Donc, sur ce, merci Dominique Bonny. Plaisir, Stéphane. Merci Martin, merci Nathalie, Raphaël au montage et merci à vous d'être là à Télécoeur. Et sur ce, comme dirait l'autre, à la prochaine. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à cette émission Le français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous allons élaborer la capsule sur le schéma de la communication et nous verrons comment ce concept peut nous aider à améliorer notre français. Comprendre le schéma de la communication est crucial pour échanger efficacement nos idées et nos informations. Je vais vous expliquer donc les éléments clés qui constituent le schéma de la communication, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le contexte. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre et à recevoir des messages de manière claire et cohérente. Dans cette vidéo, j'explorerai avec vous les différents éléments de la communication, comme nommé précédemment, et comment elle peut s'appliquer aussi à l'enrichissement de notre langue. Ce contenu a pour intention de soutenir votre compétence à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous pouvez non seulement améliorer votre communication en français, mais aussi devenir un locuteur efficace et persuasif. Les autres n'auront qu'à bien se tenir puisque vous pourriez devenir un locuteur redoutable. Pour cette capsule, je vais utiliser le schéma de la communication de Jacobson. Ce schéma met en évidence le fonctionnement de la communication. Pour faciliter sa compréhension, je vais comparer la communication au baseball. Dans une partie de baseball, nous avons besoin au minimum d'un lanceur et d'un receveur qui jouent dans la même équipe. Le lanceur, c'est l'émetteur. C'est lui qui lancera la communication en prenant la parole. Le receveur,
joue le rôle du récepteur. C'est lui qui sera à l'écoute de l'émetteur. Les deux joueurs s'échangent donc les rôles lors d'une conversation. Le récepteur prendra le rôle de l'émetteur en répondant et vice-versa. Il arrive que la communication entre l'émetteur et le récepteur ne soit pas efficace. Ceci peut être dû à 4 interférences possibles liées aux éléments essentiels de la communication, qui sont, premièrement, la clarté du message, deuxièmement, l'adaptation au contexte, troisièmement, la prise de contact et quatrièmement, l'utilisation du code. Une interférence dans la communication pourrait se comparer à un batteur de l'équipe adverse qui empêche la communication d'être efficace. Voyons un peu ce que ça donne. Prenons le cas où il y a de l'interférence à propos du message à livrer. Pour qu'un message soit clair, le récepteur a besoin de certaines informations pour bien le recevoir afin de pouvoir entrer en relation. Dans les conversations autour de vous ou pour vous-même, vous pourrez observer ces exemples d'intervention quand il y a de l'inférence concernant le message. Je ne comprends pas ce que tu me dis. De qui me parles-tu? M'as-tu précisé à quel moment tu as besoin de moi? On se rejoint à quel endroit déjà? Certains propos sont adéquats dans certains contextes et inadéquats dans certains autres. Il est donc souhaitable que notre communication s'adapte à la situation. Les mots que nous choisissons ne sont pas les mêmes lorsque nous sommes en compagnie de nos proches ou de notre famille, ou si nous sommes entre collègues de travail ou avec notre patron. Ces mots mis dans un contexte inadéquat créeront un malaise et ne seront pas du tout appropriés. Malheureusement, tout ceci pourrait causer une sérieuse embûche à vos relations. Le langage sera complètement différent dans les deux cas comparés ici, assister à un souper entre amis ou être présent à un entretien d'embauche. Il serait bien mal vu de dire en entrant dans la salle pour l'entretien d'embauche « Salut, ça roule? Quoi de neuf? » Il peut arriver que nos conversations rencontrent de l'interférence à cause de problèmes de contact. Une difficulté avec cet aspect se manifeste quand il y a une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Un problème de contact pourrait se manifester par les exemples suivants. Une coupure de réseau lors d'une conversation téléphonique ou lors d'une rencontre en visioconférence. Être dans un endroit bruyant ou lorsque votre adolescent a ses écouteurs sur les oreilles et que vous tentez désespérément de l'inviter à venir souper. Oups, ça coupe. Ton micro est fermé. Peux-tu répéter? Il y a beaucoup trop de bruit. Enfin, il arrive que notre communication subisse une interférence sur le code. Le code, ce sont les mots que nous utilisons. C'est aussi la manière d'organiser nos idées pour les faire comprendre à l'autre. On pourrait comparer un problème de code à une mauvaise clé qu'on tente d'insérer dans une serrure. Par exemple, vous accueillez un nouvel employé immigrant dans votre service et la personne ne comprend pas du tout les mots en français que vous lui dites. Encore, vous êtes chez votre médecin et il utilise des termes scientifiques pour expliquer votre mal dans des mots qui vous sont complètement incompréhensibles. Certaines expressions font partie du jargon d'une équipe de travail, comme les acronymes. Il est parfois ardu de tout comprendre les subtilités au moment d'intégrer un nouveau service ou une nouvelle entreprise. Vous souffrez d'hypercholestérolémie. J'ai besoin de ce dossier ASAP. Finalement, afin d'assurer des échanges verbaux de qualité, il faut tenir compte de nos 4 paramètres de la communication, le message, le contexte, le contact et le code. Un autre facteur s'ajoute à ces paramètres, c'est l'état émotionnel des interlocuteurs. Les émotions viennent étonnamment teinter notre manière de transmettre nos idées, plus que l'on croit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule qui est dédiée au schéma de la communication.
J'espère que vous comprenez mieux les différents éléments du schéma de la communication et comment elles peuvent s'appliquer dans des communications plus efficaces. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre vos idées et vos émotions par le fait même dans des messages qui sont cohérents. Comme vous l'avez compris, le schéma de communication comprend plusieurs éléments qui ont été énumérés, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code, le contexte, et j'ai ajouté en tout dernier lieu les émotions qui ne sont pas à négliger. En prenant conscience de ces paramètres de la communication, vous venez atténuer les malentendus qui peuvent arriver dans toutes vos relations. Alors, je vous souhaite de vivre de belles communications réussies.